Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup donc à vous pour votre présence. Donc, je suis Clarisse Dibaudina, je suis professeure de médecine générale au département de Tours. Et donc, au niveau de mes conflits d'intérêts, je n'en déclare pas au niveau pharmaceutique. Et par contre, je suis membre du conseil scientifique du CNGE et également présidente du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur la recommandation sur les risques cardiovasculaires. Et donc, vous pourrez vérifier sur la base de la transparence santé. Et donc, ce que je vous propose pour cette dernière intervention, pour cette plénière, c'est finalement de se mettre en situation clinique. Donc, je vous propose de vous présenter une situation qu'on rencontre au cabinet. Donc, Monsieur B, 56 ans, qui est marié, qui a 2 grands-enfants, il est représentant commercial. Il a un diabète de type 2 qui a été diagnostiqué. Il n'a pas eu d'accident vasculaire, donc il se trouve en prévention primaire. Il a par contre un antécédent familial, donc de diabète de type 2 chez son père. C'est le seul antécédent familial qu'il a d'un point de vue cardiovasculaire. Il a, au niveau de l'alimentation, il est représentant commercial, donc l'alimentation, il le fait comme il le peut, quand il le peut. Et par contre, le week-end, il se rattrape avec un petit peu d'activité physique. Au niveau de son examen clinique, lorsque vous le voyez en consultation, rien de particulier donc à signaler. Il a un indice de masse corporelle donc à 27 kg par mètre carré, une pression artérielle à 132,83, un pouls d'ailleurs que je n'ai pas noté mais qui est donc inférieur à 100 par minute. La glycémie à jeun, donc 1,03 par gramme par litre, une hémoglobine glyquée à 6,4%. Au niveau de sa fonction rénale, un débit de filtration glomérulaire à 92 ml par minute par la surface corporelle. Le cholestérol total à 2,03 avec un LDL cholestérol à 1,25 g par litre, des triglycérides à 1,42 et des gamma-GT à 20. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous poser la question, donc n'hésitez pas à jouer le jeu, à noter votre réponse. Si on avait pu, on aurait fait un petit peu en interactif, mais globalement, on a mis en doute la présence importante de personnes et le débit Internet. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu. Est-ce que vous prescrivez un traitement? Si oui, le ou lesquels et pourquoi, par rapport à ce qui a déjà été dit. Et sinon, qu'est-ce que vous faites et pourquoi? Donc voilà, n'hésitez pas à noter vos réponses. Et comme ça, nous y reviendrons juste après. Donc ça, c'est la première situation qui, globalement, est un homme, pour résumer, qui est en prévention primaire et à bas risque cardiovasculaire. Une deuxième situation, Madame M.A. de 83 ans. Elle est veuve, elle vit seule, elle est isolée, ses enfants sont loin. Au niveau de ses antécédents, elle a un diabète de type 2 depuis 20 ans, une hypertension artérielle, des troubles cognitifs débutants non étiquetés, en particulier avec un scanner cérébral qui ne retrouve pas de lésions d'accident vasculaire, et elle a une insuffisance rénale. On va voir le détail après en termes biologiques. Elle ne fume pas, elle n'a pas d'antécédents familiaux cardiovasculaires au premier degré, un indice de masse corporelle qui indique un surpoids, une pression artérielle plus élevée que le cas précédent, à 148,86, une hémoglobine glyquée à 7,5%, une clairance rénale donc plus basse à 32 ml minute et avec une microalbuminurie. Son traitement actuel, metformine 2 fois par jour, acide acétylsalicylique et périndopril 5 mg le matin. Les mêmes questions. Est-ce que dans cette situation, donc qui est en effet différente de la première, on est toujours en prévention primaire, mais par contre avec un profil qui est donc bien différent, un risque cardiovasculaire plus élevé, vu qu'elle a déjà l'hypertension artérielle, et surtout un contexte qui est différent. Est-ce que vous prescrivez des médicaments? Si oui, le ou lesquels et pourquoi? Et si vous ne prescrivez pas de médicaments,
Que faites-vous et pourquoi? Donc, pour essayer de donner des éléments de réponse et surtout faire la synthèse de tout ce qui a été déjà dit auparavant, on se pose la question, en effet, si on a une démarche, en tant que médecin généraliste, sur ces deux situations-là, qui est basée sur les preuves. Pour comparer avec ce que vous avez répondu sur vos petits papiers sur ces deux situations-là, il y a déjà une étude qui a été menée par le professeur Rémi Boussageon sur une situation clinique un peu similaire. Et sur les 103 médecins généralistes qui avaient été interrogés, 77 prescrivaient un deuxième antidiabétique oral. 85% avaient comme objectif l'amélioration de l'hémoglobine glyquée. Et 92% ne mentionnaient pas les bénéfices cliniques liés à la prescription. Donc déjà, on se rend compte que suite à toutes les interventions qu'on a vues, l'amélioration de l'hémoglobine glyquée, je pense que vous êtes beaucoup moins de 85% dans la salle à se donner cet objectif-là. Et surtout, le deuxième antidiabétique oral, c'est pareil. Je pense que le pourcentage a bien baissé depuis cette étude qui date uniquement de 2017. Donc elle est assez récente. Et on voit bien également, avec les différentes interventions qu'on a eues, qu'il y a les recommandations d'une part, mais que ces recommandations-là ne se basent pas forcément sur les résultats d'essais cliniques randomisés, c'est-à-dire sur les preuves que nous avons. Et donc, il apparaît nécessaire pour nous, en tant que soignants, d'avoir des outils qui nous permettent d'accéder plus facilement aux preuves disponibles, parce qu'évidemment, faut avoir une veille justement des essais randomisés sur justement l'évaluation de ces médicaments, et ce n'est pas forcément évident de se tenir à jour et d'avoir accès à ces informations-là. Donc, premier élément de réponse, pour reprendre donc la synthèse qui avait été faite par le docteur Alexandre Malmartel. Déjà, ce qu'on a envie de faire sur ces deux situations, c'est de retirer la metformine, si on se base sur les bénéfices attendus de ce médicament. On a envie de peut-être modifier le traitement en rajoutant les traitements qui ont fait preuve de leur efficacité, à savoir les IEC et les statines, voire peut-être même d'adapter la dose, en particulier de ramipril, sur des doses efficaces qui ont prouvé leur efficacité en essai. Et là, les deux situations n'étaient pas en prévention secondaire, mais si ça avait été le cas, la place de l'aspirine aurait été discutée. Mais là, nous ne sommes que sur des éléments de bénéfice et que des éléments d'efficacité. Il faut également prendre en compte les risques potentiels et la balance bénéfice-risque qui est, elle, dépendante de chaque patient. Et cette balance bénéfice-risque, elle est incertaine, voire défavorable pour certaines classes médicamenteuses. On voit bien, donc les antidiabétiques oraux, il y a déjà les hypoglycémies sévères. Après, on n'a pas mentionné les itimib aussi, mais qui arrivent également et sur lesquels on a encore des attentes sur le profil de tolérance et des données d'efficacité d'ailleurs qui ne sont pas exhaustives. Pour les statines, on a également donc les atteintes musculaires. Et enfin, pour l'acide acétylsalicylique, des saignements majeurs. Tout cela est à prendre en compte pour chaque patient et chaque situation que nous rencontrons. Et c'est sans compter également tous les effets secondaires potentiels, en particulier les ALA, je pense à la deuxième situation, où là nous devrons prendre en compte le contexte aussi qui fait qu'elle est isolée avec le risque d'hypotension orthostatique potentielle. Et là, nous n'avons parlé que des médicaments. Il y a d'autres interventions non médicamenteuses qui ont également un bénéfice avec des risques qui sont moindres, comme le régime méditerranéen qui a fait la preuve de son efficacité avec un number needed to treat, donc pareil, un patient pour justement éviter, excusez-moi, je m'embrouille, on voit en fait que ce NNT est presque aussi efficace, voire même plus efficace que justement les traitements médicamenteux, et en particulier sur des événements cliniques qui sont importants pour le patient et pour le médecin. L'activité physique également est importante, même si les données sont plutôt épidémiologiques,
mais une efficacité a quand même été démontrée sur la mortalité, tout comme le tabagisme. Donc finalement, ce qui importe pour le médecin et le patient, ce sont certes, comme le disait d'ailleurs le professeur Rémi Boussageon, on part de données qui sont populationnelles, donc des données de risque, et il faut après le transmettre au niveau individuel auprès de chaque patient et l'adapter. Ce qui n'est pas forcément évident, mais ce qui est notre rôle en tant que médecin généraliste. Également se focaliser sur des critères cliniques importants, certes les nôtres spécifiquement, mais également ceux du patient qui sont peut-être différents des nôtres, et ne pas se focaliser sur les critères biologiques et intermédiaires. Et enfin, avoir une approche centrée patient et risque cardiovasculaire plutôt qu'une approche centrée organes et objectifs. Et enfin, le dernier défi, qui est l'un des plus importants, parce que c'est sur celui-là justement qu'intervient après l'efficacité de nos interventions, c'est comment communiquer sur ces avantages et cette balance bénéfice-risque auprès du patient, en particulier l'information sur les risques. Il y a différents outils qui ont été déjà développés pour nous aider à communiquer sur cette notion de risque avec le patient, avec différentes représentations graphiques. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas mis sur le diaporama, mais il y a par exemple certains petits tableaux avec des petites têtes de bonhomme pour savoir combien justement d'événements peuvent être évités en prenant tel médicament ou en prenant telle stratégie. Il y a également des scores avec des tableaux de scores qui sont également disponibles en ligne. Mais il y a plein d'autres choses également qui existent et qui sont à développer, car évidemment, aucune pour l'instant n'a montré une efficacité importante, et surtout, elle doit être adaptée à chaque fois au niveau de compréhension du patient. Et enfin, la décision médicale partagée qui intervient, parce que comme vous avez vu dans ces situations cliniques, le contexte est important, les préférences du patient sont importantes, et surtout, l'état du patient évolue également avec le temps. Donc toute prescription que l'on fait ou toute décision que l'on fait sera de toutes les façons à réévaluer régulièrement en fonction de l'évolution de la situation. Donc tout ça pour dire que les messages clés, c'est la metformine pour les deux situations à remettre en question, se poser la question des IEC et des statines, mais toujours à mettre en balance avec la balance bénéfice-risque pour chaque situation et les préférences et priorités du patient. Je vous remercie pour votre attention.